Monsieur Priolo commence par me censurer en considérant que mon discours va être trop long. Donc je vais éviter les salutations d'usage et vous dire bonjour à tous et vous dire le bonheur et j'allais dire aussi l'émotion qui est la mienne de vous retrouver aujourd'hui pour cette édition. J'allais dire que depuis 2017, chaque édition confirme que c'est devenu un événement reconnu et un événement singulier sur les questions de paix et de sécurité. Et je suis très fier quand des intervenants à notre événement nous disent qu'il est plus vivant, plus dense, plus tonique, plus vivifiant, plus libre en quelque sorte que le Forum de Paris créé quelques mois après le nôtre. Un petit clin d'œil au gouvernement. Un immense merci bien sûr aux organisateurs et en particulier à François-Xavier Priolo, vice-président de la région, maire de Louviers, qui se dépense sans compter pour le rayonnement de cet événement et dont l'imagination et la capacité à porter cet événement et ce forum est exceptionnelle. Et comme vous le savez, Normandie pour la paix, ce n'est pas simplement ces 2 jours, c'est aussi des événements, des séminaires, des débats tout au long de l'année, une chaire universitaire, un centre de ressources pédagogiques numériques ou encore un indice désormais qui est l'indice Normandie pour la paix qui vous sera présenté tout à l'heure. Merci aussi à sa compère Frédéric Bedos qui en assume l'animation avec l'intelligence et la verve qui est la sienne. Merci aussi aux membres du comité scientifique et notamment à Nicole Niesotto et Bertrand Badi, ces 2 grands universitaires qui nous permettent de bâtir quelque chose qui, je crois, est intelligent et qui a du sens. Merci Nicole, merci Bertrand pour le travail que vous consacrez à Normandie pour la paix. Vous pouvez les applaudir. Je remercie également les 65 agents de la région qui se sont portés volontaires pour assurer l'organisation de ces 2 jours, ainsi que nos dizaines de partenaires français, européens, internationaux, qui animeront notamment le village de la paix que je vous invite à visiter. Merci enfin à la direction Europe et internationale de la région et à toute l'équipe de Julie Miclot, qui font chaque année des prouesses d'organisation. Je leur dis, vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Et enfin, quel bonheur d'avoir créé un forum ouvert, contrairement à ceux que j'ai pu connaître quand j'étais ministre de la Défense, comme ceux de Munich ou de Singapour, où les débats sont souvent dans le chloroforme, avec des rencontres diplomatiques empoulées, et où la langue de bois est brevetée. Notre forum, il se veut à l'image de ce que nous voulons pour le monde. Ouvert, interactif, participatif, avec une présence massive et passionnée de la jeunesse de Normandie et de France. C'est pour moi et pour le père que je suis le plus grand motif de réconfort que de constater votre engagement, à vous les jeunes, pour la cause des droits de l'homme, des libertés, de la paix, quand on l'a dit, souvent blasée, égocentrée, consommatrice plus que citoyenne, connectée aux réseaux sociaux plutôt qu'à l'autre. Eh bien, je sais chaque année qu'au moment du Forum Normandie pour la paix, il y a une jeunesse vivante qui veut se battre pour un monde meilleur et des idéaux auxquels nous croyons tous. Donc merci pour votre présence à vous tous, aussi nombreuses. Merci enfin aux nombreux médias. Je suis désolé, mais comme on m'a demandé de faire tous les remerciements, c'est un peu long. Bien. Merci enfin aux nombreux médias qui ont accepté de couvrir cet événement. Et merci enfin aux 150 intervenants venant de 25 pays et de 5 continents. Je voudrais juste, Bertrand, puisque vous allez faire la première table ronde, si je puis dire, poser 2 questions sur cette radiographie des résistances. J'avais prévu un texte beaucoup plus long, mais je voudrais me limiter à ces 2 points-là. La première question que je voudrais poser devant vous, pourquoi, je le disais à Nicole à l'instant, la démocratie recule dans le monde ? Et par votre conséquence, les risques de conflits de guerre s'accroissent. Car, rappelons-le, c'est une évidence historique,
c'est l'existence d'un régime démocratique qui est la meilleure garantie pour la paix des peuples. Pourquoi les classements réalisés par différentes institutions, les index établis, démontrent au minimum la stagnation de l'instauration de régimes démocratiques et libéraux dans le monde, sinon une régression avec une part croissante de l'humanité qui pourtant accède à l'éducation et au développement. C'est ça la contradiction. Pourquoi, alors que 2 à 3 milliards d'individus sont sortis de la misère grâce à la mondialisation, qui n'est pas simplement des échanges économiques, qui sont aussi des échanges humains où on apprend à découvrir l'autre, eh bien pourquoi ce formidable développement de l'humanité n'a pas engendré l'élargissement des démocraties? Pourquoi, contrairement à tous les schémas que nous avons appris dans des écoles, l'économie de marché n'a pas généré la démocratie et la liberté? Je pense à la Chine, par exemple, dont on a toujours expliqué qu'accédant à l'économie de marché, elle serait un jour un pays démocratique. Mais on pourrait le dire de bien d'autres pays en Asie ou en Afrique. Pourquoi, pire encore, mesdames et messieurs, là où les démocraties sont installées depuis des décennies, voire des siècles, les populismes et les nationalismes progressent? Le Capitole est envahi par les fanatiques de Trump. Qui aurait pu imaginer ça dans la plus grande démocratie du monde? Les populistes progressent dans nos propres pays avec des peuples pourtant éduqués et instruits, et on a en même temps des États européens qui ont intégré avec enthousiasme l'espace de l'Union européenne il y a quelques décennies et qui renient un certain nombre de principes fondamentaux. Pourquoi, au bout du compte, une vingtaine de démocraties même imparfaites ont reculé, aboutissant à des régressions autoritaires selon tous les index depuis 20 ans? Alors probablement nos démocraties représentatives sont imparfaites et exigent désormais plus de démocratie participative, dont, reconnaissons-le, on a beaucoup de mal à trouver le bon réglage, à l'excepter de cette magnifique démocratie qu'est la Suisse. Probablement, le choc migratoire peut expliquer le recul dans les vieilles démocraties. L'effet des réseaux sociaux, les fake news, l'accélération des mutations technologiques qui engendrent la peur et donc le recul. C'est peut-être aussi l'expression du mouvement tocquevillien, du troc des libertés contre l'égalité. Tout cela doit y contribuer. Mais si on veut bien faire appel à la conscience de nos compatriotes, seuls les régimes démocratiques bâtis sur les principes de liberté sont des garanties pour la paix et sont capables de résister à la folie des hommes, souvent d'un homme qui, par l'emprise sur le pouvoir, atteint une paranoïa qu'on retrouve dans bien des pays. La démocratie libérale, historiquement, ça ne fait pas la guerre. La première résistance pour le peuple ou les peuples, c'est donc l'amélioration de la démocratie qui ne doit pas conduire à l'impuissance, et c'est toujours un équilibre délicat. Et si vous prenez l'exemple de la France, on voit bien à quel point nous aurions de grands pas à faire en matière d'amélioration de notre démocratie. Mais je sais au moins une chose, c'est que tous les déséquilibres mondiaux proviennent de régimes autoritaires. Prenez la Chine, dont tous les diplomates disaient que la culture chinoise et les besoins de croissance les rendraient moins perméables au bellicisme, alors qu'elle bascule aujourd'hui même vers la course à l'armement, la primauté internationale, le conduisant soit à l'accaparement des libertés à Hong Kong, soit à des risques majeurs avec Taïwan. On peut bien entendu parler de la Russie. On peut bien entendu dire que Poutine peut s'excuser des erreurs de l'OTAN, du sentiment d'encerclement des Russes, mais l'invasion des voisins par les armées russes, c'est d'abord la pathologie d'un régime autoritaire qui cherche sa planche de salut à l'étranger. Et pourtant, j'ai entendu d'anciens chefs d'État, dont un que j'ai bien connu, m'expliquer que jamais Poutine n'envahirait l'Ukraine et que les États-Unis se trompaient. Au bout du compte, Poutine non seulement envahit la Russie,
l'Ukraine, pardon, il a envahi la Russie depuis belle lurette, mais pire encore, il inquiète désormais le monde, car comme tout autocrate, lorsqu'il se sent en danger, il peut même évoquer l'impensable, l'inimaginable, pour tenter de garder la main. Je pense à l'utilisation de l'arme nucléaire. Ce qui pose d'ailleurs, je crois que vous aurez un débat demain, la question de la prolifération nucléaire. Car au moins on peut constater quelque chose ensemble, c'est que l'arme nucléaire et les dissuasions nous a certes protégés de la guerre, mais n'a pas empêché la guerre en Europe. Et on peut aussi se dire qu'avec le besoin d'énergie croissant et le développement du nucléaire civil, on risque d'aller plus facilement vers la prolifération, car c'est toujours ce chemin-là qui est pris en termes de prolifération. Et il suffit de lire les dernières déclarations du prince héritier d'Arabie Saoudite réclamant des États-Unis non seulement le nucléaire civil, mais réclamant aussi les technologies permettant la concentration de l'uranium et indiquant d'ores et déjà que si l'Iran accédait à l'arme nucléaire, il s'agissait pour eux d'un casus belli les emmenant directement vers ce programme. Je continue à penser que l'abolition de l'arme nucléaire est un message que les Européens pourraient porter, et je continue à penser que sans naïveté, nous pourrions dire au monde entier les risques majeurs que nous courons à vouloir considérer que l'arme nucléaire ne pourrait être réservée qu'à quelques États responsables. Au bout du compte, un jour ou l'autre, l'arme nucléaire finira par arriver dans des mains d'hommes ou d'autocrates irresponsables. Ça, c'est une question, ma chère Nicole, qu'il faut nous poser. Je voudrais enfin terminer par un sujet qui est une deuxième résistance, qui a été pour moi la belle nouvelle, en quelque sorte, c'est la résistance européenne. Elle m'étonne parce que la volonté européenne s'est tellement effondrée depuis 50 ans sur la scène internationale, laissant grosso modo aux Russes et aux Américains le soin de traiter des grandes questions et même des questions les concernant. L'Europe n'est pas une puissance, c'est malheureusement encore qu'un grand marché, mais elle a su se montrer digne au moment de l'invasion russe en Ukraine. Tout n'a pas été parfait. Il y avait des petits renoncements, des hésitations, mais le bloc européen a fait corps, répondant au courage absolument extraordinaire du peuple ukrainien pour sauver son indépendance. Nous avons fait preuve de fermeté, mais parce que nous sommes des démocrates, nous avons fait preuve de responsabilité pour éviter l'embrasement. Et j'en profite pour dire que celui qui est souvent décrit comme un vieillard, je parle du président américain, a eu un doigté très fin sur la gestion de cette crise, en faisant preuve de fermeté et de soutien à l'Ukraine, en sachant dire aux Russes un certain nombre de choses sans créer les conditions d'un embrasement généralisé. Non seulement, il faut le noter, nous, Européens, nous avons su nous priver de gaz, ce qui nous coûte au quotidien. Non seulement nous avons aidé les Ukrainiens à se défendre, mais nous avons tiré les conséquences du renforcement de notre propre sécurité, ce qui jusqu'alors n'était pas franchement le débat de la plupart des Européens. La plupart d'entre nous, ou des Européens, se réfugiaient derrière l'Alliance Atlantique pour assurer leur propre sécurité, ce qui leur évitait tout débat dans leur pays. Les Allemands ont annoncé 100 milliards d'investissements dans leur outil de défense. C'est plus une annonce aujourd'hui qu'une réalisation. Et nous-mêmes, nous Français, avons décidé de renforcer nos efforts pour notre sécurité. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'ai lu beaucoup de bêtises sur cette histoire et je voudrais en dénoncer au moins une, selon lesquelles on ne pourrait pas nous tenir plus de 3 jours dans un combat à haute intensité ou que nous ne pourrions pas tenir une ligne de front aussi avec de telles élongations comme en Ukraine, plus de 15 jours. Tout ça est d'une bêtise sans fin, ça a été relayé et je voudrais simplement vous inviter à 3 questions. C'est idiot d'abord parce que la France est à l'isthme de l'Europe, c'est donc que toute la coalition de l'Alliance
se serait effondré. Parce qu'avant d'arriver en France, il faut avoir traversé toute l'Europe. Et d'ailleurs, quelle force pourrait venir aujourd'hui pour, en quelque sorte, envahir le continent européen? Puisque la seule menace que nous avions était la menace russe, dont on a constaté que son armée était plutôt une armée très faible. Et donc après, on peut se poser la question, il reste les Chinois, ils sont à l'autre bout de la planète, les Indiens, on ne les imagine pas là-dessus. Et donc en clair, à qui s'adresse-t-on quand on évoque l'idée que la France pourrait être envahie par une armée majeure comme du temps de la guerre froide? La seconde raison pour laquelle c'est totalement idiot, c'est parce que c'est totalement contraire à l'idée de ce que nous avons bâti en matière de sécurité, c'est-à-dire la dissuasion. La troisième, c'est qu'il existe des mécanismes de solidarité en matière de sécurité. Ce sont les traités européens et les traités de l'Alliance. Et cela veut donc dire que tous ces traités n'auraient pas fonctionné. Ces traités qui nous garantissent notre sécurité dans un modèle d'alliance avec une dissuasion qui est indépendante. Oui, nous avons besoin de plus de profondeur de stock, en munitions, en missiles, mais non, il n'y a pas d'ennemi qui menace nos frontières, qui nous imposerait à reconstruire massivement des stocks de chars ou d'artillerie comme du temps de la guerre froide. En vérité, l'essentiel de l'effort que nous devrions ou nous devons effectuer, il se situe dans le spatial, dans la cybersécurité, dans la protection face aux menaces biologiques et certainement pas dans la construction de chars et de canons. Et cette belle surprise que fut la résistance européenne doit nous amener aussi à nous interroger sur une relation. Et je termine par cela, mon cher François-Xavier, qui est la relation avec le continent africain. Essayez de dire aux Africains, nous avons su bâtir un modèle qui est un modèle exceptionnel. Il n'est pas parfait, en effet, mais nous sommes les seuls à avoir su créer un ordonnancement pacifique réglé par la primauté du droit, d'un droit qui s'impose aux États et aux nations. Et nous pourrions proposer que ce modèle inspire le nouvel ordre mondial dont on voit bien qu'il devra être rebâti. Et dans ce semblant de volonté, nous pourrions proposer, après la débâcle française, nous pourrions proposer aux Africains une alliance. Cette alliance, ce serait celle de soutien au développement et du soutien à l'émergence de la démocratie. Je vous livre simplement ces deux chiffres. Le PIB européen, c'est 17 000 milliards d'euros, à peu près. Le PIB du Mali, du Burkina Faso et du Niger, c'est moins de 50 milliards. Eh bien, moi, je me dis que nous, Européens, nous pourrions avoir comme projet de proposer un vrai projet de développement en Afrique, reposant sur l'idée de favoriser l'émergence de l'autonomie alimentaire, de favoriser l'émergence du développement et, dans le même temps, de favoriser l'émergence de la démocratie en respectant la souveraineté de ces États et en dénonçant aussi, il faut bien le dire, la corruption généralisée qui existe dans ces pays et qui appauvrit ces pauvres peuples. Voilà un schéma que nous pourrions proposer. Mais dites-vous bien que lorsque les putschistes au Niger vous disent qu'il faut se débarrasser des Français pour retrouver leur souveraineté, je connais le Niger, j'y suis allé de nombreuses fois. Au Niger, il n'y a malheureusement rien, ni État, ni administration, ni armée, ni perspective de développement. Et là où les Français seront partis, eh bien d'autres arriveront, et les autres qui arriveront auront probablement encore moins de scrupules que les démocraties européennes en la matière. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que je défends cette idée qu'une des résistances vers lesquelles nous devrions aller, c'est de faire en sorte que le peuple européen porte son projet à travers le monde dans une alliance respectueuse des souverainetés des États. Et c'est pour cela que, et je termine par cela, que nous avons décidé avec François Xavier d'ouvrir un nouveau chantier à Normandie pour la paix.
Dans le cadre de la chaire universitaire, nous lancerons un programme de Young Leaders. Ça veut dire quoi? Cela permettra d'accueillir en Normandie chaque année une dizaine de jeunes à fort potentiel issus des pays émergents et pour lesquels nous essaierons de leur apporter, ou tout du moins de les aider à bâtir des combats dans leur pays autour des questions des droits de l'homme, des pratiques de bonne gouvernance, et de faire en sorte que ces jeunes puissent être inspirés de ce qui peut se faire de mieux en matière de gouvernance publique, de respect des droits, de respect des libertés, et que ces jeunes puissent devenir les vecteurs de la démocratie de demain. Voilà ce que nous allons faire à partir de l'année prochaine. 10 jeunes issus des pays émergents qui viendront à l'université de Caen pour travailler avec nous sur l'émergence de ces beaux principes auxquels nous croyons tous. Mesdames et messieurs, bonne journée à vous tous. Vive la Normandie, vive la démocratie et vive la liberté.